Hello la team, bienvenue dans le podcast Oui Madame. Je m'appelle Oriane Page, je suis journaliste et je vous partage aujourd'hui ce nouvel épisode. Alors c'est parti, Oui Madame. Bonjour Laure, merci d'être avec nous dans le podcast Oui Madame. Bonjour, merci à toi. Alors est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît ? Alors, en quelques mots, je vais essayer. Donc, moi c'est Laure, j'ai 38 ans. Je suis mariée depuis 18 ans à Dino. Et puis, on a eu 3 enfants, Roméo, Valentino, Adèle. Et dans notre parcours, qu'est-ce qui est marquant ? Bon, déjà, j'ai une formation d'enseignante, mais ce qui est vraiment marquant, c'est le fait que depuis 12 ans, on a ouvert avec mon mari, on a cofondé les centres de soutien scolaire Eureka, qui sont là pour promouvoir la réussite scolaire des élèves de la région de Fribourg, et puis de seconder les parents dans leur mission. On n'avait jamais eu ça en tête, hein. On n'avait pas le désir un jour d'être entrepreneur. C'est simplement que, en fait, on était dans la vie pratique, la vie professionnelle. Et puis moi, je voyais mon mari, il avait les meilleurs postes possibles, hein. Il était à Novartis, Nestlé, mais il n'était pas heureux. Je le sentais pas heureux, pas épanoui. Et puis on s'est dit, allez, tentons ça. Qui sait, peut-être c'est la chose qu'on sait faire, qu'on aime faire. On voyait le besoin parmi les jeunes et puis on s'est dit que ça pouvait être l'occasion de joindre une mission à l'agréable, c'est-à-dire ce qu'on sait faire pour ceux qui en ont besoin. Et puis on s'était donné une année en disant voilà, on verra bien. Et si ça prend, go, et puis sinon ça sera une parenthèse et puis on reviendra dans une vie plus traditionnelle. Et finalement, voilà, ça fait 12 ans que ça dure. Mm-hmm. Tu as dit ceux qui en ont besoin, c'était quoi les besoins principaux que vous avez remarqués ? Alors, moi je suis pour l'enseignement public, hein. C'est-à-dire qu'à la base on est les deux formés dans l'enseignement et j'aime tout autant travailler face à une classe de 20-25 élèves. Mais c'est vrai que dans cette configuration-là, on réalise vite qu'il y a certains élèves qu'on n'arrive pas à rejoindre au niveau du rythme, au niveau des stratégies d'apprentissage. Il y a une approche personnalisée qui, de facto, ne peut pas être donnée parce qu'on ne peut pas en même temps être la locomotive et en même temps, venir, comment on va dire ça, seconder tous les wagons. Et personnellement, ça a été un peu frustrant à des moments donnés de réaliser ça et de fait d'avoir des effectifs réduits, déjà, en fait, élimine toute, comment on va dire ça, tout ce qui est de l'ordre de la discipline. C'est-à-dire qu'on fait vraiment notre métier d'enseignant. On n'est pas là à les recadrer parce qu'ils ont la dose d'attention en fait dont ils ont besoin. Donc déjà là, c'est plaisant. Et puis surtout, ça permet une approche où non seulement on va à leur rencontre de leur fonctionnement cognitif, comment ils raisonnent, comment ils font pour parvenir à une solution même fausse, hein, pour pouvoir la déconstruire. Et puis en même temps, de venir aussi, avec le biais de la motivation, devenir un peu comme un coach. Ce qu'on a vu à Eureka, ce qui est assez intéressant, d'ailleurs on ne s'attendait pas à ça au départ, c'est le fait qu'on a pas mal d'élèves qui n'ont pas particulièrement de difficultés, qui ont simplement des défis, des objectifs difficiles à rejoindre de manière autonome. Et le fait d'avoir un enseignant formé, donc déjà qui sait dispenser sa matière, mais qui sait aussi rejoindre l'élève par plusieurs biais, par plusieurs canaux, permet de pouvoir vraiment le mener plus loin, de déclencher justement soit des leviers de motivation, soit des leviers de compréhension qui sont porteurs. Et en ce sens-là, oui, je trouve que c'est assez judicieux d'en même temps d'avoir la dose d'attention nécessaire en effectif réduit et en même temps de devoir partager le temps parce que des fois, les cours privés, c'est même pas tellement ce qu'on recommande. Parce que finalement, après l'élève, il devient quand même passif, il s'attend à ce qu'on fasse un peu le travail à sa place. Alors ça peut être très bien au départ pour revoir d'anciennes notions, mais je dirais dans une routine d'apprentissage, c'est beaucoup mieux les cours semi-privés ou collectifs parce que ça permet de rejoindre en même temps le besoin sur le moment et de les laisser un peu en filet, en autonomie, où ils doivent se débrouiller, on est toujours là pour les questions, mais ils doivent aussi avancer par eux-mêmes parce que c'est quand même ça le but de l'apprentissage. Dans cette aventure Eureka, quels ont été tes défis ? Oh là là. Alors les défis, en fait c'est les défis de l'entrepreneuriat pour moi. Parce qu'en fait en me lançant, je me disais ok, en tant qu'enseignant, on est équipé. En fait on fait notre métier, donc c'est parfait. Et puis c'est là que la réalité m'a rattrapée.
Peut-être aussi parce que voilà, j'ai 3 enfants à côté, donc il y a aussi ça à jongler. On fait un bon duo avec mon mari, vraiment, ça c'est cadeau. Je veux dire, on n'en serait pas là si et l'un et l'autre n'étaient pas ensemble, ça c'est clair. Mais c'est vrai qu'il faut pouvoir, simplement, je prends l'exemple, voilà, tout bêtement, du confinement. Ça a été une claque dans la figure de réaliser le vendredi pour le lundi qu'il fallait voir rebondir, créer les cours à distance, répondre aux parents. Enfin, c'est-à-dire que ça dépasse complètement le mandat de l'enseignant parce qu'il y a toute l'aspect communication. Alors moi, ça me plaît beaucoup, hein, le fait aussi de créer des visuels, par exemple, de raconter des histoires qu'on vit à l'interne sur Facebook. Enfin, c'est joli. Il y a aussi la jolie casquette de ces coulisses-là. Mais il faut quand même, voilà, c'est une structure il y a plusieurs employés. Et puis, tout ce qui est comptabilité, RH. Alors là, mon mari s'est formé là-dessus. Hein. Maintenant, il est formé en gestion d'entreprise, mais c'est clairement des choses auxquelles, au départ, on n'était pas équipé et puis auxquelles il faut répondre. Et adéquatement, parce qu'on ne peut pas se permettre de se tromper, ça c'est sûr. Un bon duo avec ton mari, j'aimerais bien savoir c'est quoi les ingrédients d'un mariage réussi et de travailler en plus avec son mari. Ouais, alors tu sais que cette question, elle revient souvent, des fois on se la pose même à nous-mêmes, parce que sur le moment, voilà, t'es dans la vie, et puis on se dit, mais comment on fait en fait pour faire tout ça ensemble? Déjà qu'on est à côté, en plus on bosse ensemble, ça va pas sans frottement. Hein. Soyons clairs, c'est évident que c'est beaucoup de co-construction, et ça râpe, si je peux dire ça comme ça, voire ça croustille des fois aussi. Moi j'aime cet homme indépendamment du fait que ça soit mon mari, avant c'était mon ami, et je dois dire que je l'admire, c'est-à-dire que je lui fais complètement confiance, j'aime l'homme intègre qu'il est, donc en ce sens-là déjà dans nos valeurs, j'ai un partenaire, on va dire, solide, indépendamment du fait que ça soit mon mari. Je sais que j'aurais pu miser avec lui pour tout projet, ça c'est sûr. Maintenant, je pense que les ingrédients, il y a... Ouais, bon là c'est au-delà du mariage, mais il y a le fait évidemment la confiance, mais le pardon, parce qu'on fait des erreurs. Dans ce genre de parcours, on parle trop vite. Moi, ça m'est arrivé de vouloir bien faire et d'avoir des... Voilà, en voulant bien faire, on en fait trop, on en dit trop. J'ai pas forcément d'exemple sur le moment, mais je sais qu'à des moments donnés, dans ma spontanéité, j'ai pu être inadéquate, comme lui a pu l'être pour moi. Et puis, comme je dis, dès qu'on a une entreprise, c'est forcément, on n'est pas seulement lui et moi, on n'est pas seulement professionnel dans notre fonction, on représente aussi une entité. Je dois dire qu'au départ, là peut-être je m'écarte un peu, mais j'avais souvent entendu dire quand il y a des gens avaient une boîte, ils disaient « Ah, mon bébé !» Puis alors moi j'avais dit à Dino, le jour où quand on avait fondé Eureka, je dis « Moi jamais je dirais que c'est mon enfant. » Vraiment, genre no way, ça c'était pas possible pour moi, je pouvais pas l'envisager comme ça. Et effectivement, je dis toujours pas ça d'Eureka. Mais c'est pas pour rien qu'on dit que c'est une raison sociale. En fait, au bout d'un moment, l'entreprise, elle devient presque une entité. Il faut presque lui faire une place. Alors, c'est un peu idéologique, ou symbolique, mais effectivement, elle prend de la place. Elle prend de la place dans la famille, elle prend de la place dans le couple, elle prend de la place dans les difficultés que l'on doit affronter. Et c'est important de ne pas s'écharper, de venir vraiment, d'avoir une vision claire de où on veut aller et de rester à deux, en fait. Parce que un, des fois, est à la barre, des fois, c'est l'autre. On s'entraide, mais en tout cas, on sait où on va. Ouais. C'est drôle que tu parles de vision, c'est exactement le mot que j'avais en tête quand je t'entendais parler. Et je me dis, en fait, vous partagez plus ou moins les mêmes envies, plus ou moins les mêmes besoins et plus ou moins les mêmes valeurs. Et la même vision, au final, c'est ça qui vous relie et qui fait que vous allez ensemble, en fait, que ça marche. Oui, tout à fait, complètement. C'est rejoindre le besoin de ces enfants, de ces jeunes qui sont dans une période de vie déjà transitoire, donc délicate. Ils sont en pleine construction. Et puis, forcément, de par notre métier, on aime la jeunesse, hein, ça... Voilà, c'est automatiquement. Mais là, de les côtoyer de près, on réalise combien, en fait, c'est important de leur donner vraiment une valorisation de ce qu'ils savent faire,
de leurs compétences, de leurs idées. Et ça passe par l'apprentissage. L'apprentissage, c'est pas réservé qu'à la période adolescente. Alors c'est vrai qu'on est obligé, hein, quand on est adolescent, on passe par là, c'est notre période de formation. Mais dans le fond, c'est sur toute une vie. Et puis c'est trop dommage, ces jeunes qui finissent par, on va dire, recevoir le message final d'être un peu cassés, voire castrés pour certains, si je peux aller jusque-là, de dire « Ah ben non, moi apprendre, c'est pas pour moi ». Ça, je peux pas. Je peux pas m'imaginer que avant 20 ans, on puisse avoir ce verdict-là sur une vie. Et là, je parle de l'apprentissage au sens large. Hein. Mais il y a vraiment certains qui font après des blocus indépendamment d'une discipline. Ils font des blocus à leur capacité d'apprendre. Ils ont l'impression que, par exemple, faire une erreur, c'est problématique. Alors que dans le fond, faire une erreur, heureusement qu'on en fait. C'est comme ça qu'on apprend. Mon père, il a toujours comparé le métier d'enseignant au métier de médecin, dans le sens où tu as quand même une vie un peu entre les mains, et puis c'est pas pareil, mais quand même, il y a des choses qu'un enseignant peut dire qui peut rester, comme tu l'as dit, toute une vie dans la tête de quelqu'un. Ça peut marquer, je pense. Ouais, tout à fait. Avant, tu parlais de l'importance du pardon. Et puis je vois ta croix autour de ton cou et ça me fait beaucoup penser à Dieu, tout ça. Est-ce que tu peux nous en parler un peu aussi de ton rapport à la foi ? Alors, avec plaisir. Moi, je suis née dans une famille chrétienne. Hein. Donc, voilà, j'ai rapidement, on va dire, entendu, vu ce qu'était une foi vécue en pratique, parce que mes parents n'allaient pas par devoir. C'était vraiment un élan de cœur. Pour eux, c'était une partie de leur vie. Et puis forcément, ça a rejailli sur moi dans le sens où je priais. Moi, personnellement, j'avais une foi assez... je dirais, authentique, active avec Jésus dès que j'étais petite, depuis petite. Et puis, au point où, en fait, j'ai rapidement su que je voulais me faire baptiser. Alors ça, c'était très clair en moi. Mais mes parents résistaient, parce qu'ils disaient, mais là, t'as toute une vie pour y réfléchir, c'est vraiment un acte important, médite-le, voilà. Donc, ils m'ont mis un peu les barrières dans les roues. Et puis, après une année d'attente à 9 ans, ils ont cédé. Et ça reste pour moi, si je devais dire... Voilà, un moment fort de mon enfance, c'est ce moment où j'étais dans la baignoire. Voilà, j'ai une photo de ça, elle est d'ailleurs dans ma Bible. C'est-à-dire un moment où on voit sur ma tête que je suis complètement alignée à ma volonté. Il y avait aucune influence, quoi que ce soit. Je suis heureuse d'avoir fait ce choix-là. Et puis, je le regrette toujours pas aujourd'hui. Après, forcément, ma foi, elle a évolué avec le temps, avec les années, avec mes expériences. Moi, ce qui a été déterminant dans mon parcours, c'est la rencontre du Saint-Esprit à 16 ans. Quand j'ai compris que c'était vraiment une personne et que je pouvais me connecter à lui de manière très réelle et concrète et que je n'avais pas à attendre l'éternité pour vivre ce qu'il y avait de marqué dans la Bible, alors là, ça a été vraiment un pas déterminant dans ma foi. Mais pour être complète, on va dire dans la description, à 12 ans, donc avant, j'ai eu une crise d'épilepsie soudaine qui était vraiment assez ravageante, dans le sens où elle a fait exploser ma mémoire. C'est-à-dire que quand je me suis réveillée, je n'ai plus reconnu, c'est-à-dire il y avait le thème de l'univers au plafond au CHUV, vu que c'était en pédiatrie, et puis je voyais la lune, je savais la forme qu'elle avait, je savais sa fonction, mais impossible pour moi de remettre le mot sur cet astre. Et quand ma mère a compris ça, a compris qu'en fait ça avait atteint justement, démoli, on va dire, les réseaux neuronaux qui avaient trait à la mémoire sémantique, lexicale et tout, ça a été assez dévastateur parce qu'il a fallu reconstruire tout ça. Bien que le cerveau soit génial, parce que les connexions elles se font rapidement, surtout en étant jeune. Mais pour moi, cette expérience-là a fait que ça a fait rentrer, on va dire, pas un doute dans ma foi, je croyais toujours en Dieu, ça c'est sûr, mais un doute dans le Dieu vivant. Parce que je me disais, moi je lis que dans la Bible, il guérit, qu'on pourra faire la même chose qu'il a faite, et même voir de plus grande, puis en même temps, mais comment je peux espérer ça ? Je croyais au fait qu'il pourrait me guérir, mais en même temps, c'était vraiment concrètement éloigné de moi. Tous les jours, je devais prendre deux antiépileptiques, un matin, un le soir, qui jugulaient les crises. Hein. Dans mon malheur, heureusement, j'ai été très bien entourée et très bien soignée. Ça, vraiment, les médecins rapidement ont trouvé la médication qui me convenait et qui jugulait justement ces crises. Donc, ça a permis de pouvoir avoir quand même
une espérance d'avenir, parce que certains ne le vivent pas comme ça. Certains épileptiques sont vraiment, on va dire, condamnés à devoir régulièrement tout reperdre ce qu'ils ont acquis. Donc moi, ce n'était pas mon cas, mais à l'intérieur, je savais bien que dans le fond, ça ne correspondait pas au Dieu que je connaissais. Et ça a laissé un peu, on va dire, une fêlure, une incompréhension avec laquelle j'ai dû cheminer pendant 10 ans. Et puis finalement, il m'a rejoint au bout. Mais je ne sais pas si on aura peut-être l'occasion d'en parler. Mais ça a été vraiment quelque chose où finalement, je l'ai rencontré dans ma détresse. Ou malgré ma détresse. Ouais. Quand tu dis qu'il t'a rejoint au bout, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il s'est passé que j'ai essayé de mettre ma foi en action à plusieurs reprises. J'ai essayé de même me débarrasser des médicaments. Je me disais, voilà, il faut faire un acte de foi, allez, l'or. J'ai demandé la prière. Mais à chaque fois, je tombais de haut parce que direct, j'avais des crises. Voilà. Et puis des années plus tard, je ne saurais pas dire combien, mais ça devait être peut-être 9 ans plus tard, quelque chose comme ça. Un soir, on était à une réunion de prière. Et puis, mon pasteur, à la fin de la réunion, vient vers moi. Il n'était pas encore mon mari, mais on était fiancés. Et puis, alors qu'il ne me posait jamais la question, il vient vers moi et il me dit, mais écoute Laure, comment ça va ton épilepsie, ta maladie ? Parce qu'il avait été mis au courant. Et puis, je dis, écoute, voilà, comme d'hab, je prends les médicaments et puis c'est tout. Puis il m'a dit, écoute, la foi, des fois on ne comprend pas tout, c'est aussi des périodes, des fois de longue haleine. Mais nous, notre rôle à nous, parce qu'on n'est pas ceux qui guérissons, c'est Dieu qui guérit. Mais notre rôle à nous, c'est de rappeler ce qui a été dit dans la parole de Dieu, et donc en ce sens-là de briser le pacte de non-agression qu'on fait avec la maladie quand on cohabite avec elle. Et pour ça, à deux, priez, quand vous avez un moment, régulièrement, de temps à autre, pensez à prier, Edino et toi, pour cette guérison. Et puis j'ai un peu acquiescé poliment, mais sincèrement, j'étais pas super chaude, parce que pour moi, je me disais, ok, je vais de nouveau m'en prendre plein les dents. C'est-à-dire, pour moi, je suis assez entière, clairement, comme je vis les choses. Donc, prier de loin, ça m'allait pas trop. En fait, c'est soit je prie et j'y crois, soit pas. Donc, j'avais comme pas la posture. Et puis, en me ramenant en voiture à la maison, Dino me dit, écoute, on va mettre en pratique ça, mais on va le faire simplement par obéissance. Juste simplement et par obéissance. Si t'es ok. Je dis bon, ok. Puis là, en fait, il impose ses mains sur ma tête. Puis il fait une simple prière, je me souviens plus du tout laquelle. Et là, je sens une chaleur traverser mon crâne. Mais vraiment, genre comme une boule de feu ou je sais pas, mais quelque chose physiquement que j'ai expérimenté. Puis je me dis mais je suis guérie en fait. Et puis je me dis mais Laure, ne dis rien parce qu'on va voir si lui a expérimenté ça. Puis à la fin de sa prière, il me fait t'as senti ? Je suis bien sûre que j'ai senti. Puis là, on était tellement en joie, on se disait, mais c'est pas vrai, il suffit d'une prière et il me guérit. Je vais voir mon neurologue. Pour moi, j'étais convaincue, j'étais guérie. Je vais voir mon neurologue. Et puis au final, même activité cérébrale, etc. Ils avaient fait des EEG, des IRM, etc. Et puis voilà, même problème. Donc pour moi, un miracle, il s'atteste, il s'observe. Donc je ne comprenais rien. Vraiment, ça a été vraiment comme la clôture à l'intérieur de mon cœur. Ce qui fait que j'ai fermé ce chapitre-là, et puis j'ai avancé dans ma vie, j'ai continué l'Uni, et puis etc. Et à 2 semaines de mes examens universitaires en français en demi-licence, vraiment l'examen qui était, on va dire, c'était mon Graal à moi, c'est-à-dire aussi ma revanche, de dire voilà, je suis arrivée jusque-là. Il était vraiment réputé pour être assez ardu. Donc j'étais en pleine révision d'histoire littéraire et tout, et là, le Saint-Esprit se présente dans ma chambre. J'ai senti sa présence. J'ai senti, il y avait un dialogue, on va dire, pas audible, mais intérieur, vraiment un vrai dialogue. Et à ce moment-là, il me demande pourquoi je ne crois pas qu'il m'a guéri. Et puis moi, je me fâche, parce que je dis, mais comment tu peux me demander ça ? Mais moi, j'ai cru, c'est toi qui n'étais pas là quand il fallait. Et voilà, dans ce dialogue, il y avait le fait que je devais abandonner mes médicaments pour le croire. Puis pour moi, c'était trop. Je lui ai dit, mais tu ne peux pas me demander ça. Moi, si j'abandonne les médicaments, je refais une crise. Je suis à 2 semaines de mes examens, je vais tout reperdre. Je lui ai dit non, en fait. Je ne pensais pas un jour dire non à Dieu, mais je lui ai dit non. Puis il est parti. J'appelle Dino, je lui dis ce qui se passe. Puis je lui dis, mais moi, je suis en paix. En fait, j'ai besoin d'être je ne peux pas donner un oui à moitié, ce n'est pas possible.
Et puis il me dit, bon ok, alors on priera pour ça, et puis voilà, on verra bien. Enfin, et l'après-midi, alors que j'avais, enfin, oui, occulté le moment, parce qu'il fallait quand même taffer, hein, il fallait avancer, il se repointe. Et même présence, même, c'est une présence hyper, enfin, c'est-à-dire globale, je dirais, dans la chambre. Et là, je sais très bien, je me revois à ce bureau, je sais qu'il est sur ma droite, mais que j'ose pas du tout tourner la tête pour le voir, parce que j'ai peur d'être réprimandée. Et là, une main invisible, mais je sais que c'est une main parce que ça m'a chopé le visage, me chope le menton, me tourne la tête dans sa direction, et là, je le vois. Je vois un regard, et un regard tellement triste. Mon Dieu, c'était tellement triste. Il était tellement triste que, comme je l'écris dans mon livre, ça a perméabilisé ma peine. C'est-à-dire là, c'était impossible de lui dire non. Je me suis dit, bon, je vais le croire, parce que s'il est triste comme ça, c'est que forcément il dit la vérité. Et ben, pour moi, par contre, dans ma tête, je me disais, je vais faire une crise, hein, c'est sûr. Parce que pour moi, je le croyais, je vais croire à ce qui... Mais comme ça ne s'était pas attesté, je me suis dit, je dois croire un truc qui ne va pas se voir. Et je me disais même intérieurement, je dirais, bon, j'ai jeté mes médicaments. Je disais, mais Laure, souviens-toi, le moment où tu seras à l'hôpital, où tu vas tout oublier, souviens-toi au moins pourquoi tu as fait ça. Parce que le jour, il va falloir dire à tes parents, à ton mari, que tu as pris ce choix-là. Enfin, voilà. Et puis finalement, j'ai eu 3 jours intenses de désintoxication. Parce que vraiment, j'avais tous mes membres qui tremblaient et tout. Mais j'ai fait 0 crise. J'étais dans une paix, je ne l'ai jamais revécu cette paix depuis. Tellement j'avais l'impression d'être comme un nuage, en fait. C'était particulier. Et puis, 6 mois après, en allant chez mon neurologue, je lui ai raconté parce que lui me disait, il y a toujours l'activité cérébrale, etc. Moi, je lui ai raconté ce que je te raconte là maintenant. Et puis, pendant 10 minutes, il n'a pas parlé. Il a cherché dans ses bouquins, ses classeurs, ça, voilà. Au bout d'un moment, il m'a tiré une feuille, là, un truc sur le permis de conduire. J'ai rien, parce que moi, je n'avais pas le permis. Puis il m'a dit, mais en fait, ce que tu as fait, alors, ça se fait juste pas. Il n'y a aucune étude qui peut attester ce que tu as fait. Donc là, la seule chose que je trouve, c'est que ce qui est marqué, c'est qu'en fait, quelqu'un qui arrêterait les médicaments, mais à dose vraiment mesurée, pendant plusieurs mois, etc., au bout de 3 mois, pourrait en fait être considéré comme un conducteur lambda. Toi, tu t'es épargné aucun risque. Tu t'es jeté là-dedans, il y a toutes les chances que tu aurais dû avoir une crise, tu ne l'as pas eu, ça fait passer 6 mois, tu as doublé le temps de sevrage, donc en fait on va arrêter le traitement neurologique, tu es guéri. Et voilà. Voilà comment ça s'est fini. Donc, trop beau. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est malade actuellement, qui est en traitement, et puis qui aimerait voir ce miracle dans sa vie? Que la parole de Dieu est suffisante. En fait, ce qui m'a véritablement porté et nourri, c'est la parole de Dieu, parce que le fait d'y avoir cru, malgré le fait de ne pas l'observer, de croire qu'il a promis qu'en son nom, on pourrait être guéri, qu'il nous a promis une vie en abondance. Et pour moi, ce n'était pas une vie en abondance. Si je ne pouvais pas allaiter mes enfants, ils risquaient d'être mal formés à cause de ce médicament. Enfin, voilà, ça ne collait pas. Et d'avoir même ce petit grain de foi, pour moi, que j'ai arrosé régulièrement en relisant la parole de Dieu, je me disais, mais non, mais ça, je le veux pour moi. Je le veux pour moi. Ce n'est pas possible que j'en sois privée. C'est ça, en fait. C'est cette vérité-là qui, moi, personnellement, m'a libérée. Merci beaucoup pour ton partage, Laure. Merci. Et puis, à bientôt. Yes. C'était l'épisode de Oui Madame, produit par Oriane Page. Si vous l'avez aimé, je vous propose de le partager autour de vous. Je vous dis à très vite et me réjouis de vous retrouver. Prenez soin de vous.